Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 13h. Une réunion du CNS s'est tenue hier au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au cœur de la réunion, la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire, c'est une situation qui est fortement appréciable. Le point complet de cette rencontre à suivre en tout début de journal. Le président de la République était récemment à Bruxelles, en Belgique, dans le cadre du 6e sommet Union européenne-Afrique. Le 16 février dernier, le chef de l'État a accordé un entretien à des médias français abordant les questions d'actualité politique et internationale. Nous y reviendrons dans quelques 5 minutes seulement. Le gouvernement reste engagé dans la lutte contre la cherté de la vie. Le Premier ministre Patrick Achi, avant de se rendre à Yamoussoukro ce vendredi pour une série d'activités, a eu des rencontres hier, notamment avec la Fédération des consommateurs, les acteurs du secteur du vivrier et ceux du monde du transport. Hier, jeudi, je vous le disais en titre, le président Alassane Ouattara a présidé une réunion du Conseil de sécurité, réunion qui a porté sur la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire, situation globalement calme sur l'ensemble du territoire national. Le communiqué final est lu pour vous par Fidel Sarasso. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 24 février 2022, au palais de la présidence de la République, une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur la situation sécuritaire générale. Au titre de la dite situation, le Conseil national de sécurité a noté, à la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, une situation sécuritaire globalement calme sur l'ensemble du territoire. L'analyse de la situation sécuritaire a également fait ressortir que notre pays a enregistré, depuis 2012, une nette amélioration de tous les indicateurs de sécurité, contribuant ainsi à une baisse remarquable de l'indice de sécurité au niveau national. En outre, les dispositions prises au sein des différents commandements ont permis une meilleure gestion des ressources humaines avec notamment des forces plus professionnelles. Au regard de ces résultats très satisfaisants, le président de la République a félicité les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité, ainsi que les grands commandements, et les a encouragés à poursuivre leurs efforts en ce sens. Concernant la lutte contre le terrorisme, le chef d'état-major général des armées a informé le Conseil national de sécurité que le retrait de l'opération Barkhane et de la Task Force Takuba du Mali aura des répercussions probables sur la situation sécuritaire au Sahel et plus généralement dans la sous-région ouest africaine. À ce titre, le président de la République a donné des instructions au Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à l'ensemble des ministres concernés pour l'accélération de la mise en œuvre de notre stratégie de lutte contre le terrorisme en vue de prévenir les menaces terroristes et les incursions à nos frontières. Il a, à cet effet, marqué son accord pour la poursuite des recrutements au sein des forces de défense et de sécurité, ainsi que pour l'acquisition de matériel et équipements additionnels, y compris des moyens de surveillance aérienne et de renseignement. Le président de la République a également insisté sur le développement local et l'emploi des jeunes, ainsi que sur les actions civilo-militaires comme instrument essentiel dans la lutte contre l'extrémisme violent dans les zones vulnérables, notamment le long des frontières nord de la Côte d'Ivoire. À cet égard, il a félicité le Premier ministre, chef du gouvernement, pour les actions de développement ainsi que les initiatives génératrices de revenus initiées récemment par le gouvernement dans le nord-est de la Côte d'Ivoire.
Enfin, le chef de l'État a encouragé une participation encore plus active de notre pays à l'initiative d'Accra qui, en plus de la Côte d'Ivoire, regroupe le Bénin, le Burkina, le Ghana et le Togo. Cette initiative constitue, pour les pays membres, un cadre de partage de renseignements et de programmation d'opérations militaires conjointes contre les groupes terroristes. Au terme de la réunion, le chef de l'État a réitéré ses félicitations aux membres du Conseil national de sécurité pour les efforts remarquables déployés en vue de la sécurisation de notre pays. Il les a par ailleurs exhortés à maintenir cette dynamique. Fait à Abidjan le jeudi 24 février 2022. Depuis Bruxelles, où avait lieu un sommet entre l'Afrique et l'Europe les 17 et 18 février dernier, le président Alassane Ouattara a accordé un entretien exclusif à des confrères français, entretien au cours duquel le chef de l'État a évoqué entre autres le départ présagé des troupes françaises du Mali. Il a aussi été question de nombreux autres sujets. Retour sur cette interview avec Abiba Dambélé-Saoué. La dernière interview du président Alassane Ouattara au binôme de médias français RFI et France 24 remonte à octobre 2020. C'était quelques jours avant l'élection présidentielle du 31 octobre. Cet entretien avait essentiellement porté sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, marquée par les tensions suscitées par l'opposition suite à la volonté du président de la République de briguer un nouveau mandat. Cette fois, l'actualité de la sous-région aura pris le dessus, notamment les coups d'État en Guinée, au Burkina Faso et au Mali. Le dernier cas est des plus préoccupants. Le non-respect du compromis sur la durée de la transition par la junte militaire, dirigée par le colonel Assimi Goïta, a poussé la CEDEAO à infliger le 9 janvier dernier un lot de sanctions économiques au pays. Nous n'avons pas cherché à punir le peuple malien. Le peuple malien est un peuple frère. La CEDEAO a des règles. Ces décisions ont été prises à l'unanimité. Moi, je l'ai dit, j'en suis malheureux. Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas que le peuple malien ait des périodes de souffrance aussi graves. Il y aura des pénuries, il y aura des difficultés. Nous attendons tout simplement que le gouvernement, la junte malienne, nous propose un calendrier raisonnable et que graduellement nous puissions lever les sanctions comme l'exigent les textes de la CEDEAO. Pour le chef de l'État ivoirien, le délai d'une transition de 5 ans, révisé à 4 ans au Mali, proposé par les militaires au pouvoir, est inacceptable. 4 ans, c'est quand même la durée d'un mandat au Ghana ou au Nigeria. Vous conviendrez avec moi, ce n'est pas raisonnable. Je demande à mes frères maliens de faire un effort, de rentrer dans les rangs, comme l'exigent les règles de la CEDEAO. Nous les avons aidés, ils le savent. J'ai été en contact permanent avec le colonel Assimi Goïta. Il m'a envoyé des émissaires avant chaque sommet. Nous avons fait ce que nous avons pu, mais ne pouvons pas faire plus. Parce que les règles de la CEDEAO sont là et il faut les appliquer. Tout le long de cette interview, le chef de l'État ivoirien s'est évertué à défendre la position de la CEDEAO sur la crise malienne et non sa position personnelle, comme pour répondre à une certaine opinion. Ce n'est pas une décision personnelle de qui que ce soit. Ce sont les textes. Si un autre pays était dans cette situation, le Mali aurait été partenaire à la décision. Nous allons sans doute avoir une autre réunion au mois de mars pour examiner la situation. Nous voulons que ces sanctions soient levées le plus tôt possible parce que le peuple malien ne mérite pas cette situation d'embargo. L'enjeu sécuritaire de la crise malienne n'a pas été éludé lors de cette interview. Que pense le président Alassane Ouattara du départ de la force Barkhane du Mali? La France a pris une décision par rapport à la situation au Mali, mais elle ne se retire pas du Sahel. Elle adapte son dispositif compte tenu de ses relations avec le Mali. Nous avons toujours estimé que la sécurité est un préalable au développement. Je ne sais pas pourquoi les gens se font des complexes. L'Arabie saoudite a une base américaine, d'autres pays aussi. Et si notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Mais nous nous sommes organisés. Vous savez, la sécurité dépend des troupes nationales. Nous avons maintenant une armée
une gendarmerie bien formée, professionnelle, bien équipée, et dont on s'occupe bien. Et j'ai confiance en mon armée. À lui seul, le dossier malien aura occupé la moitié de ces 18 minutes d'interview. Malgré la fermeté de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel, le président Alassane Ouattara appelle les autorités de transition à revenir à de meilleurs sentiments. Je continuerai de dire aux autorités maliennes qu'elles doivent faire en sorte que les choses s'améliorent dans les relations. Comme on dit en Afrique de l'Ouest, il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur nyamakuji, c'est-à-dire dans leur jus de gingembre. Il faut que ça s'arrange. Ça ne peut pas continuer comme ça. Concernant la situation au Burkina Faso et en Guinée, la CEDEAO veille au grain pour un retour rapide à la normalité, selon le chef de l'État. Soulevant la crainte de voir ces coups d'État se répandre dans la sous-région, les deux journalistes français ont évoqué le motif des manipulations de la Constitution pour rester au pouvoir. Alassane Ouattara précise que ce n'est nullement le cas de la Côte d'Ivoire. La Constitution ivoirienne a été votée en 2016. J'étais candidat en 2020 et j'avais dit que je ne serais pas candidat, mais cela ne veut pas dire que je n'étais pas éligible. Alors, écoutez, des circonstances exceptionnelles m'ont amené à être candidat, mais aujourd'hui, je suis soulagé de l'avoir fait. C'était une décision difficile pour moi, pour des raisons personnelles. Maintenant, c'est fait, la Côte d'Ivoire est en bonne marche. Ce recadrage a ouvert le chapitre des questions de politique intérieure. Mais le chef de l'État a préféré ne pas se projeter dans la bataille électorale de 2025, comme l'ont souhaité nos confrères français. En 2025, nous verrons bien. Les Ivoiriens choisiront qui ils veulent. Je souhaite qu'ils choisissent quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs. À la question de savoir s'il est favorable ou non au retour de la limite d'âge constitutionnelle, le président Alassane Ouattara dit s'en remettre à la décision des députés en cas de proposition de loi dans les mois à venir. Pour ce qui est du dialogue avec les anciens chefs d'État Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, le fil reste maintenu selon lui. Laurent Gbagbo, je lui ai parlé à peine 3 semaines, comme avec le président Henri Konan Bédié. Non, nous avons des relations fraternelles. À la question relative au retour au pays de Charles Blé Goudé et de Guillaume Soro, le chef de l'État fait savoir que cette décision relève de la justice, faisant ainsi prévaloir le principe de la séparation des pouvoirs. Des échanges à bâtons rompus où aucun sujet n'a été occulté. C'était un récit de Habiba Dambélé Saoué. La flambée des prix des denrées alimentaires sur nos marchés est une préoccupation pour le gouvernement. Hier à la primature, Patrick Hachi a échangé avec les consommateurs. Il a échangé avec les acteurs du secteur du vivrier et aussi les acteurs du secteur du transport. Nous en parlons maintenant. Hausse de prix sur plusieurs produits de consommation. Ces derniers jours, les populations ivoiriennes sont mécontentes et le disent bien haut. Le gouvernement le sait et est bien engagé à alléger la peine des ménages. Ce jeudi à la primature, le Premier ministre Patrick Hachi a rencontré la Fédération des consommateurs, les coopératives du secteur vivrier ainsi que les transporteurs. L'exercice fut méthodique, écouter, expliquer, rassurer. Le plus important, c'est de se faire entendre. Et sans tapage, sans violence, nous avons été entendus par les décideurs. Le chef du gouvernement a été sensible au cri du cœur des consommateurs. Dans les jours à venir, des décisions vont être prises allant dans le sens du soulagement de la population. La fédération appelle les consommateurs à la vigilance quant aux surenchères souvent injustifiées. La tomate, le prix a baissé. Le chou, le prix a baissé, le piment. Mais dans les marchés d'à côté, on assiste à une flambée des prix. Nous disons que ça suffit comme ça. Il ne faut pas profiter de la souffrance de la population pour s'enrichir. Je demande aux consommateurs leur collaboration et qu'ils nous signalent partout où il y a les habits avec l'appui du ministère du Commerce et de l'Industrie. Nous allons intervenir pour soulager les consommateurs. Acteurs clés des marchés, les coopératives du secteur vivrier se disent confiantes quant aux dispositions annoncées par le gouvernement. Le Premier ministre nous a rassurés et nous a dit qu'il ne nous laissait pas en marche par rapport à la résolution des problèmes. Il a dit c'est vous les vrais acteurs. Nous, on est ici au bureau. Si on ne vous invite pas, on ne saura pas comment résoudre les problèmes parce que c'est vous qui êtes toujours au quotidien face aux problèmes. Et il nous a rassurés. Il dit qu'il va soutenir le secteur du vivrier
de faire en sorte qu'il y ait des productions régulières sur les marchés pour que la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que nous ne puissions plus jamais vivre ça. Quand on a faim, on n'est pas libre. Lui, il le sait, le gouvernement le sait, le président de la République le sait. Je tiens à rassurer tous les Ivoiriens qu'ensemble avec le gouvernement, nous allons résoudre le problème de cette histoire de la cherté de la vie. Autre secteur impactant fortement la vie des populations, du transport, malgré la montée mondiale du cours du pétrole, trouver des mécanismes efficaces. Tout ce qui va concerner un réajustement ou une augmentation de tarifs de transport va être d'abord discuté avec le ministre de tutelle, avec les ministères techniques concernés. Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons peut-être constater des réajustements ou des augmentations. Pour l'heure, aucune augmentation n'a été constatée sur les lignes et aucune politique d'augmentation n'est en gestation pour qu'on connaisse encore les prix chers au niveau des transports. Au nom du chef du gouvernement, le ministre du Commerce s'est voulu rassurant. Nous avons eu des séances de travail, des échanges très fructueux avec l'ensemble des acteurs que nous avons pu rencontrer. Et monsieur le Premier ministre qui a reçu des discours, les doléances ou bien les suggestions qui ont été faites par l'ensemble des intervenants, a prévu en tout cas mettre en place un groupe de travail qui va travailler sur tous ces sujets par rapport notamment aux mesures immédiates et aux mesures structurelles. Et il y aura encore d'autres rencontres et toutes ces mesures et propositions seront soumises au chef de l'État, au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour que des annonces soient faites à l'effet de soulager les populations ivoiriennes. Le gouvernement annonce dans les prochains jours des solutions concrètes qui permettront d'améliorer la situation des prix sur le marché. Et sachez que le Premier ministre a pris ce matin la direction de Yamoussoukro pour une série d'activités qui ont lieu ce vendredi. Le chef du gouvernement y procédera à la pose de la première pierre du lycée de formation professionnelle de Yamoussoukro avant d'inaugurer dans l'après-midi le dispatching national de la ville. Tout cela se fera après que Patrick Hachi a visité quelques familles bénéficiaires du projet Filets sociaux. Et justement, on va en savoir un peu plus sur ce programme de filets sociaux. Qu'est-ce que c'est? Quels en sont les tenants et les aboutissants? On en sait un peu plus dans ce document signé Patricia Omoetia. Ce projet intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale du gouvernement, adoptée en mai 2014, relatif à l'amélioration du niveau de vie des populations. Le projet Filets sociaux productifs est une initiative du gouvernement qui a été lancée depuis le mois de mars 2017. Elle vise à allouer tous les 3 mois 36 000 francs CFA à des ménages qui sont ciblés parmi les plus pauvres. Le critère de sélection de ces ménages est basé sur les données statistiques au niveau géographique qui permettent donc d'aller vers les localités qui ont les niveaux de pauvreté les plus élevés. Sur cette base, une liste est générée et cette liste elle est soumise à la validation communautaire. C'est donc une tribune qui permet véritablement de corriger les erreurs d'inclusion et d'exclusion pour retenir en définitive ceux qui en ont le plus besoin. Koné Kipeya, le coordonnateur du projet Filets sociaux productifs, s'est prêté aux questions des journalistes et des internautes afin d'expliquer le projet dans toutes ses articulations. L'État de Côte d'Ivoire, à ce jour, a pu couvrir l'ensemble des 31 régions de Côte d'Ivoire. Et dans le milieu rural, nous sommes à 1905 villages qui sont couverts. Et nous avons également pour le milieu urbain 108 communes, chefs-lieux de départements qui sont également touchés. Cela a permis donc depuis le mois de mars 2017 de redistribuer pour 69 milliards de francs CFA à l'attention de ces différents ménages bénéficiaires. Selon le coordonnateur, 52 000 ménages sont sortis du projet et ont maintenant une vie stable. 300 000 ménages vont intégrer le projet jusqu'à l'horizon 2025. On ouvre la page santé de ce journal. Point unique, le coronavirus. Hier jeudi, 20 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés avec un décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 81 430 cas confirmés avec 792 décès et 937 cas actifs. N'oubliez pas vos masques de protection, n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains et faites-vous vacciner immédiatement. Ce sont des gestes simples mais qui peuvent nous sauver la vie.
Le transport aérien aussi est capital pour notre vie. Et Abidjan accueille en ce moment 17 pays de la sous-région pour le 2e congrès ordinaire de la Fédération des associations des cadres techniques de maintenance de l'aviation civile. Un congrès qui porte sur la nouvelle technologie de navigation et de surveillance, les enjeux et les perspectives pour la maintenance. Le reportage de Grace Kando. Améliorer la qualité du service dans le secteur de l'aviation civile. L'un des points forts qui sera mis en exergue lors du 2e congrès ordinaire de la Fédération des associations des cadres techniques de maintenance de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. Ils viennent de 17 pays de la sous-région. Au terme de ce congrès, c'est vraiment de faire des propositions en matière d'effectifs, en matière d'organisation du travail, pour qu'on puisse travailler avec des effectifs adaptés sur les postes de travail. En matière d'aviation, la technologie avance très vite. Nous osons croire que la direction générale va mettre les moyens pour que les gens soient formés et pour que nous ne soyons pas en marge de ce concept de ciel unique Afrique. Nouvelle technologie de navigation et de surveillance et ciel unique pour l'Afrique, quel enjeu et quelle perspective. Selon le ministère des Transports, cette thématique est d'une importance capitale. Pour la sécurité de l'aviation civile, les électroniciens ont besoin de s'adapter aux différents changements par une amélioration constante de leurs compétences, des méthodes de travail et surtout une organisation dans un mode de collaboration. Ce 2e congrès ordinaire de la Fédération des associations des cadres techniques de maintenance de l'aviation civile ASECNA se tient sur 3 jours. Il est parrainé par le directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile, Siloué Sinali. Un reportage de Grace Kando et Kenebois Jacob. Allons-y maintenant assister à la rentrée solennelle du KMPC, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. À l'occasion donc, une conférence inaugurale a été dite sur le thème du capital humain comme une priorité face aux défis du développement durable en Afrique. Le compte-rendu de Godefroy Okambawa. Selon la Banque mondiale, 11 millions de jeunes Africains feront chaque année leur entrée sur le marché du travail, ce qui nécessite la formation et le renforcement de capacités de ce capital humain afin de répondre efficacement aux défis de développement du continent. L'agenda 2030 précise exactement quelles sont les cibles atteintes et l'Union africaine également, au niveau des instances de managériales, font tout pour que ces objectifs soient atteints. Et en termes de recettes, il nous appartient donc de se mobiliser davantage et ensuite contribuer dans toutes les stratégies qui sont mises à sa disposition pour pouvoir se développer. À Abidjan, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres répond à ces préoccupations à travers l'encadrement des cadres africains. Au cours de sa rentrée solennelle 2022, sa conférence inaugurale a porté sur le capital humain comme priorité stratégique face aux défis du développement durable en Afrique. Vous savez que les défis sont nombreux et pour pouvoir atteindre les résultats face à ces défis, il faut des cadres qui sont encore performants et c'est la raison pour laquelle nous avons mis le capital humain au centre de nos préoccupations. Positionner le KMPC comme un véritable centre de formation, donc promouvoir les activités du KMPC. Nous avons des actions en matière de l'école de la deuxième chance, des actions de requalification, de reconversion. On voudrait bien que le KMPC vienne y jouer un rôle majeur en tant que centre de formation, institution de formation. Donc cette institution sera impliquée dans les activités de l'école de la deuxième chance. Fruit d'une coopération régionale entre 6 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger et le Togo, le KMPC a pour mission d'assurer le renforcement de capacités des cadres africains en situation de travail. En 47 ans d'existence, plus de 33 000 auditeurs ont été formés. La culture mandée est bientôt au cœur d'une émission télé. Face aux journalistes, les initiateurs ont défini le contenu de cette nouvelle production qui ambitionne de mettre en lumière les artistes mandés de Côte d'Ivoire. C'est Issa Tchonayeo qui était à la conférence de presse pour RTI. Porter la voix du mandé et promouvoir les valeurs culturelles et ancestrales de ce peuple de la Côte d'Ivoire. Cela fait l'objet d'un projet d'émission télé initié par des férus de l'art.
Nous avons constaté que dans l'espace culturel ivoirien, de divertissement surtout, on n'a pas cette représentation de la culture mandé. Et donc nous venons pour mettre en valeur, pour mettre au jour cette culture-là. Cette émission mettra en exergue des chanteurs en face d'un public ainsi que des griots pour généralement parler de la généalogie. Mais en plus de cela, il y aura la cuisine, il y aura tout ce qui va concerner les effets vestimentaires, les modes, les us et les coutumes des Mandingues, leur rapport avec leurs voisins. Pour les artistes mandingues, cette lucarne sera une opportunité de se valoriser. Nous, les artistes, on n'avait plus les émissions à la télé. Si ce n'est pas Tabaski, Ramadan, ça aussi, ce n'est pas tout le monde. Vraiment, moi, je pense que l'émission est bienvenue pour faire promo des artistes mandingues. Un griot doit savoir qu'est-ce que c'est mandingue. Un Touré doit savoir qu'est-ce que je suis en tant que Touré. Et c'est les griots qui doivent t'expliquer d'où tu viens, qui tu es. La représentante du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant salue l'initiative de la valorisation d'un pan important de la culture ivoirienne. Le Mandingue est une grande famille, un grand peuple, d'où sortent des femmes, des enfants, des hommes. Et pour nous, c'est évident de venir soutenir ce peuple-là parce que c'est un peuple riche. Et vous savez qu'avec la modernité, on a perdu un peu de notre culture. Nos enfants ne font qu'imiter ce qui est à l'extérieur. Et en nous ramenant à la culture mandingue, c'est vraiment pour qu'on puisse connaître nos racines. Pour la première saison, 30 émissions seront confectionnées. L'enregistrement de la première émission est prévu pour ce dimanche 27 février 2022 au musée Adama Tunkara d'Abobo. La RTI et ses partenaires, c'est une véritable histoire d'amour, une histoire de confiance. Cette semaine, le groupe RTI a reçu l'ensemble de ses partenaires commerciaux. Au menu, le déballage des nouvelles grilles de programmes des différentes chaînes, de bien meilleures lucarnes pour leur assurer une plus grande visibilité. Le témoignage de Didier Nguessa. Être à l'écoute des administrations publiques qui sont des partenaires de choix pour la RTI. Le média de service public à travers cette direction. RTI Publicité et RTI Marketing et Communication se présentent avec ses plus beaux atouts, les grilles de programmes et les audiences. Celles-ci cumulent à près de 2 millions d'abonnés YouTube, plus de 4 millions sur Facebook, 800 000 abonnés Twitter et 680 000 sur Instagram, selon les chiffres de Daniel Conan, chef de département marketing digital et analytique. Pour Bamba Lassina, en charge des coproductions. À RTI Distribution, 1200 heures de fiction ont été produites depuis 2014 pour un investissement global de plus de 4 milliards de francs CFA, offrant ainsi des placements de produits suivant les thématiques des annonceurs. C'est vrai qu'il y a des programmes qu'on connaît, mais il y a de nouvelles choses et de bonnes choses qui se font au niveau de la RTI pour que nous puissions voir dans quel cadre travailler ensemble pour faire connaître l'action gouvernementale au profit des populations. La RTI a pu nous présenter de nouvelles offres et des packages, je dirais, pour nous permettre de nous inscrire dans ce moule-là. En tout cas, c'est un début de partenariat, je pense, qui doit être encore renforcé pour nous permettre d'atteindre nos différents objectifs en termes de communication. Les services commerciaux de la RTI s'engagent à faire perdurer ce partenariat en prenant en compte les observations des directions de communication des entreprises publiques. Nous avons compris qu'ils ont également aussi une mission de service public. Et dans le cadre du programme Côte d'Ivoire solidaire, il est important pour eux qu'au-delà de leur savoir-faire et de ce qu'ils font, qu'ils le fassent savoir. Et la meilleure façon de faire savoir ce que tu fais, c'est d'avoir un partenariat avec un média qui n'est pas seulement visible sur Abidjan, mais dans toute la Côte d'Ivoire, qui s'entend, qui se voit et qui j'ai envie de dire, qui se scrolle. Donc c'est très important pour nous de pouvoir leur parler, les écouter, et puis renouveler ce partenariat-là pour qu'en 2022, on repousse les limites. Le secteur public et parapublic est un segment important pour nos stratégies marketing et commerciales. C'est tout à fait normal qu'on les invite à cette rencontre pour discuter, échanger avec les différents acteurs et dans la mesure de nos possibilités, satisfaire à leurs attentes. Le faisant,
nous espérons capter le maximum de budget pour un partenariat gagnant-gagnant. Des objectifs chiffrés à atteindre avec le soutien de la Direction générale de la Maison Bleue. La RTI se doit de rechercher des ressources additionnelles en vue de faire face aux charges considérables liées à ces nouvelles ambitions de groupes de médias audiovisuels à l'esprit innovant et conquérant. Les administrations publiques représentent 20% du chiffre d'affaires de RTI Publicité. Vive donc la collaboration RTI-administration publique. En bref et en image, au deuxième jour de l'offensive russe en Ukraine, la mobilisation générale a sonné dans le pays. Kiev fait la cible de tirs de missiles et des combats sont en cours dans le nord de la capitale ukrainienne. Un sommet de l'OTAN doit se tenir ce vendredi en visioconférence. Les États-Unis défendront le moindre poste de territoire de l'OTAN, mais n'enverront pas de troupes en Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le président américain Joe Biden. Plusieurs trains de sanctions ont été décidés par l'Union européenne, mais aussi les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Elles visent essentiellement le secteur bancaire, les importations technologiques et des proches du pouvoir. Nous, c'est votre cœur que nous visons pour être le plus proche de vous. Nous sommes la chaîne qui rassemble.